Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Branditisme qui est vraiment différent ce coup-ci parce que d'habitude Branditisme c'est des fauteuils, des tables basses, des quiz, des campagnes décortiquées avec des invités sur un plateau, mais là c'est l'été et l'été on coupe les micros. Ouais, sauf le mien. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de caméra. J'ai voulu faire un épisode un peu différent, de partir en voyage avec vous, mais pas à la mer ni à la montagne, mais plutôt dans notre métier, celui qu'on pratique, qu'on subit, qu'on défend parfois comme un art et parfois comme une arnaque aussi. Je me suis demandé à quoi va ressembler la pub dans 3, 5, 10 ans. Alors je me suis dit que j'allais passer quelques coups de fil. Au total, j'en ai passé 5, à des personnes qui voient et qui façonnent la publicité différemment. Pas pour les interviewer, mais plutôt pour explorer avec eux. J'ai voulu partir du début, me demander qu'est-ce qui, aujourd'hui, me relie concrètement à une marque. Puis en baissant les yeux, j'ai fait comme tout le monde, j'ai vu mon téléphone. C'est con, hein, mais ce lien-là, il est là H24, dans ma poche, dans nos poches. Comme dans un magasin de Montbec digital. Et ce fil tendu entre une marque et notre attention, il passe souvent par l'influence. Une voix qu'on reconnaît, un style qui rassure ou qui donne envie, ou quelqu'un qu'on attend parfois aussi. C'est pour ça que je vais appeler Lauriane, parce qu'elle travaille l'influence comme on tisse un lien, avec finesse, engagement et une vraie vision. Et Lauriane, elle est pionnière de l'influence responsable, présidente de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, et fondatrice de la Louven Partners à Nantes et à Paris. Allô Lauriane? C'est moi, ouais, ça va? Salut, ça va et toi? Bah, la grande forme comme d'hab. Si je t'appelle, c'est parce que j'ai quelques questions pour toi, Lauriane. En fait, je me posais la question de savoir pourquoi tu avais choisi l'influence, toi, comme terrain de jeu. Ah, bah en fait en 2017 quand j'ai créé la Louve, l'influence était encore complètement le Far West, il n'y avait pas de réglementation, Ouais. il n'y avait pas il y avait pas d'éthique, Mm. la perf, on la regardait à peine. Et du coup, j'ai vu un peu une opportunité énorme de faire les choses différemment, de raconter des belles histoires. Et puis surtout, je me suis dit, ah, tiens, l'influence, c'est un peu le dernier média où l'humain peut encore vraiment avoir sa place au centre. Créer des vraies relations, créer quelque chose d'authentique. Moi, j'étais fan des blogs, de tout ça. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis lancée. Ouais, délire, ok. Et t'étais déjà là-dedans avant ou pas du tout? Ouais, en fait, avant la Louven Partners, j'avais créé le média, à la base, un petit blog avec Jean-Baptiste Delame qui s'appelait Il était une pub. Ok. C'est un peu comme j'ai un pote dans la com Ah, mais aujourd'hui. attends, mais ça me parle ce truc en plus, ouais, c'est marrant, ça, Bah il était ouais, une pub. on faisait plus de pages vues que CB News et Stratégie. Waouh, délire, génial, c'est Ouais, excellent. Et c'était le bon temps. petite nostalgie. Grave. Je voulais savoir par rapport à ce que tu fais là aujourd'hui, donc tu me parles d'influence éthique. C'est quoi une bonne influence du coup aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux... Alors pour qu'est-ce que moi, tu... Ouais. une bonne influence, ça repose finalement sur 3 piliers. Mhm, C'est de l'authenticité, mhm, de la responsabilité, faire les choses bien, de manière carrée, ouais, et avoir de l'impact, que notre campagne, elle a du sens, ouais. en fait. Toi, tu cherches le sens en premier, quoi. C'est vraiment le contenu, le fond qui t'intéresse? Ouais, en fait, l'authenticité, c'est respecter l'univers du créateur, qui est une belle histoire, que ça donne envie. Parce que pourquoi aujourd'hui on va faire de l'influence? C'est juste pour dire, bah tiens, j'utilise ce service, ce produit, il est trop cool, vous devriez le découvrir aussi. Puis si moi j'aime bien et que je suis comme vous, bah allez, go! En fait, c'est ça l'influence, tout simplement. Tu vois, tu me parles d'authenticité et tout. Et, le rapport avec les marques peut être un peu compliqué des fois quand elles bossent avec les influx. Est-ce qu'elles comprennent vraiment ce qu'elles demandent à un influenceur Spoiler alerte, non, elles comprennent pas du tout. En fait, ils veulent de l'authenticité, mais il va y avoir 15 validations, 15 allers-retours sur le contenu, le juridique qui va dire, ah bah finalement tu peux pas dire ça, 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 ça. Donc ouais, c'est un peu compliqué. On va dire l'authenticité, c'est quelque chose qui se cultive. C'est difficile. Il faut que les marques elles sachent lâcher un peu de lest sur leur contenu. Et puis notre rôle d'agence conseil, c'est d'éduquer aussi, de dire que bah l'authenticité, c'est aussi accepter une toute petite part d'imprévu et surtout laisser de la liberté créative. Oui, aux influenceurs, j'imagine, pour qu'ils puissent se sentir à Complètement. l'aise avec leur contenu et pas Ouais. complètement dirigés. Parce que si on va chercher les influenceurs, c'est parce qu'on aime leur contenu, on pense qu'ils sont intéressants pour nous comme pour notre cible au final. Donc si tu les diriges, Exactement. c'est un peu Après, on compliqué. va faire des briefs quand même bien complets. On va expliquer tout l'historique de la marque, le contexte, le pourquoi du comment, ce que l'influenceur a le droit de dire, ce qu'il n'a pas le droit de dire. Mais dans tout ça, il faut
qu'il insuffle sa créativité. Moi, je vais donner des lignes directrices, un storytelling que j'ai imaginé, mais il faut que ça rentre vraiment dans le quotidien du créateur. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, du coup, là, ce que tu me dis, là, c'est que tu as quand même un brief qui est complet au niveau Ouais. de l'influenceur. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres éléments en amont de la collaboration avec la Ouais. marque? Moi, avant de regarder les KPI, parce que souvent on regarde, tu vois, est-ce qu'il a plusieurs millions d'abonnés ou pas, etc. Moi, je pars pas de ça. Je pars des valeurs. Je pars des valeurs du créateur et des valeurs de la marque. Et en fait, j'essaye de faire en sorte que ça matche. Et en fait, avec ma petite team, j'ai essayé de développer un peu une méthodologie d'analyse des créateurs. Et on regarde, en fait, l'alignement avec la marque, la capacité qu'il y ait un engagement authentique. Et après, on regarde les stats. Et après, on se dit, lui, finalement, c'est la bonne personne. Parce qu'en plus d'avoir un storytelling qui va avoir du sens, en plus, on va avoir des super belles perfs. Et en fonction des demandes du client, on va soit travailler avec des petits, des moyens, des très, très gros. Oui. Et on va s'ajuster sur les formats. Ouais, parce qu'en fait... Mais en tout cas, tout est pensé à la main. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est l'humain derrière qui réfléchit à du contenu, la stratégie, etc. Ouais. Ok, d'accord. J'imagine que tu en as un paquet d'activations que tu as pu faire avec des influenceurs. Ouais. Si tu n'en avais qu'une seule à retenir, ça sera laquelle ? Celle que j'ai fait avec Netflix pour la sortie de Sex Education. Pour le coup, déjà Netflix, tout le monde connaît, c'est stylé. Et puis surtout, on a essayé vraiment de faire une campagne qui avait un réel impact social. On a fait 100 millions de vues, hein, wow. Mais surtout, en fait, on a créé une hotline avec le planning familial. Et en fait, tous les créateurs qui parlaient de sexualité, d'amour, de confiance en soi, ont partagé des choses hyper intimes et sont allés aussi répondre à des questions auxquelles beaucoup de gens se posaient. Et finalement, les résultats, c'est fait. Ok, bien sûr, tout le monde a regardé Sex Education, mais surtout, on a eu plus de 60% d'appels de jeunes au niveau du planning familial qui cherchaient des infos fiables sur la sexualité. Ouais, et du coup, ça, c'est des histoires qui ont du sens. Et en plus, on a gagné un prix et tout, le prix or de Strat ou un truc comme ça. Génial, mais bravo. En tout cas, ça confirme que c'était pas mal. Donc j'étais un peu fière. Ouais, mais ouais, c'est surtout qu'on s'est rendu compte que là, on touchait quelque chose de juste. Ça me fait penser ma prochaine question. Tu parles de justesse. On parlait juste avant aussi est-ce que tu identifies quelque chose qui pose problème ou en tout cas qui est mis en valeur d'une certaine manière, mais qui n'est pas la réalité Alors, il y a toujours des clients, ils vont prêcher l'authenticité, etc., vouloir faire les choses de manière responsable. Mais c'est parfois les mêmes qui vont demander de négocier le prix d'un enfant mineur alors qu'il y a des contrats et que les tarifs sont fixés par la loi, ou qui vont me dire attendez, là vous faites un contrat, même si la loi l'oblige, ils vont me dire ouais mais non, mais en fait nous on veut pas le payer ce contrat, donc en fait tu vas baisser de X euros ton devis parce que nous on veut pas le faire. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc en fait, ils ont envie de faire, mais selon leurs conditions. Et là, c'est plus du côté du tout influenceur, c'est vraiment vis-à-vis de l'agence et de ta structure qu'il peut y avoir des soucis, quoi. En fait, c'est des marques parfois qui ont des belles valeurs, mais finalement, les gens en interne vont regarder des KPI très fixes, vont regarder le prix, etc., avant toute chose. Ça, c'est une autre question que je n'avais pas en tête, mais comment ces gens-là peuvent se dire qu'ils sont partis chercher chez toi une expertise, une prestation, une mise en relation pour créer du contenu, un contenu de valeur, mais arriver quand même à la négociation un peu filoute quoi, à la fin, quoi. Mais je pense que c'est la réalité économique actuelle. Ouais. En fait, on veut toujours faire les choses bien, mais on veut toujours aller au moins cher, au meilleur et au moins cher et le plus rapidement possible aussi. Et ça c'est ton quotidien, ça, aujourd'hui ? Tu vois ça ? Ouais. Alors, je voulais parler de tendance. On pense toujours que d'une campagne de stratégie d'influence à une campagne d'influence, elle va sortir en 2 semaines. Mais en fait, elle peut plus sortir en 2 semaines parce qu'il faut prendre le temps de sélectionner la bonne personne. Bon, ça, à la limite, je peux le faire rapidement. Mais en fait, il y a des allers-retours contractuels maintenant. Il y a plein de choses. Et puis, il y a aussi des allers-retours sur le contenu. Il y a la négociation des tarifs.
objectif, il y a s'assurer que le message soit bien délivré, etc. Et donc finalement, on peut plus dire ah tiens, j'ai un reliquat de 5000 balles, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, l'influence est devenue un vrai pilier d'une communication au global, comme on lance une campagne télé. Et encore, en plus, on peut avoir des influenceurs dans une campagne télé, donc il ne s'agit plus juste d'acheter un petit post sur Insta en disant bah tiens, je t'envoie un pot de yaourt, vas-y, fais une story avec. Ouais, clairement pas. Est-ce que tu arrives à identifier des tendances à venir dans le milieu de l'influence? Là, moi, ma réflexion, pourquoi j'appelle des spécialistes comme toi, c'est que je me dis, qu'est-ce que ça va être la publicité dans plusieurs années, toi, pour ton marché? À quoi ça va ressembler l'influence? Tu as une idée? Alors, je me pose des milliards de questions. Par exemple, justement, je suis allée au Cannes Lions pour essayer d'avoir des réponses. Il y en a certains qui disent que c'est le retour de la joie authentique dans les contenus, dans la publicité. Qu'en fait, la publicité te fasse avoir des vraies émotions. Alors, je sais pas, j'espère aussi qu'elle sera plus responsable, que l'influence responsable, ça deviendra la norme. Bien sûr. Tu vois, depuis qu'il y a eu la loi sur l'influence qui est sortie, il y a eu aussi la création de l'UMIC, dans lequel je suis au COMEX, etc. Donc, je pense qu'on va vers du mieux. Je pense que les agences qui n'auront pas compris, ou les créateurs, ou les marques aussi, peut-être qui n'auront pas compris que aussi c'est de la co-création avec plusieurs personnes. Je pense qu'il y aura plus en tout cas l'annonceur comme va dire grand chef qui va dire moi je veux ça et ça va être comme ça. Dans un sens, heureusement, ça montre encore l'expertise de ta structure, des professionnels de la publicité et de la communication. Ça va se structurer. Moi, tu vois, je donne des cours depuis déjà quelques années. Donc là, maintenant, je vois aussi qu'il y a de plus en plus de professionnels dans le secteur. Alors, je forme peut-être mes concurrents, mais en tout cas, j'essaye de structurer le marché. Tu connais le podcast Branditisme qu'on a lancé il y a quelques mois. Oui. On est rendu au 2e épisode. Là, c'est l'épisode d'été. Les gens sont sur la plage. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à leur proposer, un truc qui les ferait voyager ou en tout cas les faire ouvrir un petit peu sur ton univers à toi? Alors, il y a un bouquin que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'un docteur en neurosciences qui s'appelle Thibaut Dumas. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « J'arrête de scroller », presque. C'est hyper intéressant, surtout qu'à la plage, on passe des heures à scroller. Ah, clairement. Et en fait, ça permet de maîtriser son temps d'écran pour une vie normalement plus équilibrée. Et franchement, ça se lit hyper facilement. On apprend plein de choses. Vraiment trop cool. Je pense qu'il faut l'offrir à pas mal de contacts. Oui. Les enfants, la famille. Tout le monde, à des professionnels de la pub comme nous, comme à des parents qui ont leur ado qui passent des heures sur leur téléphone. Exactement. C'est un vrai calvaire. On parlait dans le dernier épisode de santé mentale, de charge mentale, de pression sociale aussi. Et c'est vrai que le scroll... apparemment, en plus, on pose notre doigt sur notre smartphone pratiquement 3000 fois par jour. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vu des stats comme ça et je me suis dit, waouh, c'est vraiment trop dur de penser qu'on passe autant. C'est une moyenne. C'est incroyable. Nous passons beaucoup plus de temps sur nos téléphones. C'est une dinguerie. Monstrueux. Moi non plus. Non. Et pourtant, alors je sais pas combien. Ça serait marrant. Est-ce que tu connais ton temps d'écran sur ton smartphone? Tu l'as, toi? Ouais, je pourrais aller voir. Il y a minimum 6 heures par jour. Et puis après, il y a le soir dans mon lit. Parce que j'ai regardé des contenus la journée pour travailler, mais le soir, je fais aussi de la veille. En fait, je n'arrête jamais de travailler. Et puis surtout, il y a des créateurs de contenu qui ont une vie à côté, qui ont un métier à côté. Et qui, moi, à 22h, une fois qu'ils ont couché les kids, ils vont m'appeler en me disant Lauriane, j'ai 2-3 questions sur le brief, ou qu'est-ce que tu penses de mon contenu? Et en fait, c'est le seul moment qu'ils ont pour travailler. Et du coup, en fait, il faut que je sois présente. Bien sûr. Est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est difficile à faire, le métier de c'est quoi? C'est agent d'influenceur? C'est agent de talent? Est-ce que tu as un nom? Je suis pas agent d'influenceur. Moi, je gère pas la carrière des créateurs de contenu. Moi, c'est vraiment, je suis un cabinet conseil. Donc moi, comme tu vois des Havas qui vont faire du media buying, en fait, moi, j'achète aussi du contenu auprès des créateurs de contenu. Tu vois. Sauf qu'il y en a 150 000 en France. Mais je pense, je sais pas, parce que le plus difficile, c'est peut-être
être chef d'entreprise, tout simplement. Ouais, faut Et de recentrer. devoir justement naviguer dans tout ça et d'être surtout en évolution permanente, parce que je fais pas du tout de l'influence comme j'en faisais quand je me suis lancée il y a 8 Bien sûr, ans. j'imagine. Parce que les réseaux sociaux ont évolué. À l'époque, quand je me suis lancée, TikTok, ça n'existait même pas. Ouais, clairement, oui, incroyable. Ouais, bah, on a tous. Tout le monde, il y avait les créateurs de contenu étaient sur Snapchat. Oui, forcément, c'est une autre époque. Ouais, C'est vrai ouais, que c'est dans tous ça. les métiers de la publicité, on voit des évolutions. Ouais, Alors, il y en a ouais, toujours eu, il y en aura toujours. Là, en ce bien sûr, moment, c'est c'est génial. l'intelligence artificielle qui prend le pas sur la totalité des métiers. Est-ce que toi, tu es impacté par l'IA aussi? C'est une question en sus, mais Oui, t'es impacté oui, je par suis l'IA aussi? impactée dans le sens où les créateurs l'utilisent pour des fois gagner du temps. Mais aussi, parfois, là, tu te dis pour améliorer une photo, etc., etc. Et par contre, aujourd'hui, la loi t'oblige, quand tu es un créateur de contenu, de dire que ta photo est retouchée par de l'IA ou que tu as fait quelque chose. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les droits, du coup, liés à l'IA. Par exemple, un influenceur, un créateur de contenu qui se dit, ah bah tiens, je vais mettre une petite musique de fond et je vais utiliser l'IA pour faire ma musique, quels sont les droits qui sont rattachés à ça? Vu que c'est un mélange de plein de musiques connues qui ont fait un nouveau truc. Ouais. Donc, enfin, voilà. Ouais, c'est Des particulier. milliards de questions, mais je pense que l'IA, c'est utile. Ça te permet quand même de passer plus de temps, je pense, sur les idées et moins de temps sur l'exécution, peut-être. Très bien. Bah écoute, je te dérange pas plus longtemps, Lauriane. Je sais que tu es pressée. Moi, j'ai encore plein d'appels à passer avec des gens aussi talentueux Ok. que toi. Tu leur diras bonjour, de ma part. Je crois que tu en connais quelques-uns en plus. Donc écoute, je leur passerai le bonjour de ta part. Je te remercie infiniment pour ces quelques minutes passées avec toi. C'était super éclairant. Et De rien. j'espère Tu peux compter sur moi. Bah, c'est super. Merci beaucoup, Lauriane. Bonne journée, bonne Allez. soirée et puis au plaisir. Bye bye. Bye bye. Ciao. Salut. Ensuite, j'appelle Fabien Gagnon, directeur de création et PDG de The Source, une agence leader en contenu qui fait du social media pour aider les marques à prospérer sur les réseaux sociaux. Irrévérencieux, malin, profondément engagé dans l'idée que le fond prime sur le format, Fabien, c'est un entrepreneur passionné et multicasquette. Oui, allô? Salut Fabien, c'est Clément, tu vas bien? Salut Clément, ouais, ça va très bien et toi? Je suis content de t'avoir au téléphone. Fabien, est-ce que tu peux me dire pourquoi le social media, pour toi, ça reste le terrain de jeu le plus fertile pour raconter une marque aujourd'hui? Ouais, alors bon, déjà, je ne sais pas si c'est le plus fertile, mais en tout cas, il est fertile, c'est sûr. Ouais. Après, tous les médias apportent leur pierre dans la construction de marque. Mais en tout cas, le social est probablement celui qui est le plus quotidien, le plus proche de la vraie vie, le plus réactif. En fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est là où la distance entre les gens et les marques, elle est la plus courte. Donc, c'est en ça que c'est fertile et que c'est cool à travailler. Et puis aussi, et ça c'est marrant, c'est un petit paradoxe, c'est assez exigeant. Parce que on vient interrompre les gens dans une consommation active, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous squeezer très vite, contrairement à de la pub télé. Donc on doit s'intégrer, comprendre les types de formats que les gens consomment, etc. Et ça force souvent justement les marques à pousser le cran sur se raconter différemment. En fait, la contrainte de pouvoir être skippé, te force à être plus authentique et à aller plus loin dans le discours de marque. Donc je trouve qu'en ça aussi, c'est fertile. On l'a tous un téléphone dans la main. Et quand on se met à scroller, en fait, il y a plein de manières d'accrocher la personne qui va regarder. Comment tu fais pour réussir à fabriquer de l'histoire pour les marques avec qui tu travailles, alors que le format, le support, il t'impose tout. La durée, le format, souvent les budgets aussi. En fait, c'est marrant. J'ai entendu d'un publicitaire récemment qui disait, en gros, c'est pas la citation exacte, mais nous, on parle aux émotions, pas aux algorithmes. Moi, ma réponse, c'est qui a dit qu'on pouvait pas faire les deux, en fait. Du coup, il y a des contraintes de format, oui, mais bon, un 30 secondes à la télé ou une affiche sur un abribus, c'est des contraintes aussi. Donc, en fait, ça, c'est un peu un faux truc, en fait. Oui, il faut capter l'attention en 2 secondes. Il y a des codes narratifs si tu veux la retenir ensuite, cette attention. Mais à aucun moment, ça veut dire qu'on peut pas rajouter des choses. C'est juste des codants. Je te prends une marque comme Back Market.
pour qui on bosse pas mal, on fait plein de contenu sur le social. Parfois, on fait des choses très courtes qui sont en écho à leur campagne marque qu'on voit tous dans la rue et qui sont géniales. Et puis, parfois, on s'autorise aussi à aller visiter des usines où il y a vraiment des gens qui sont en train de retaper les téléphones pour les remettre comme neufs. Et ça, c'est simplement comment t'amènes l'histoire. Tu peux lui trouver un angle intéressant. Les gens, ils sont là pour se divertir et tout ça. Donc, c'est une fausse excuse, en fait, le format, pour moi. Et c'est simplement des codes à respecter. Une exigence qui va être là où, quand tu fais une affiche dans la rue, sur le craft, etc., tu vas avoir des exigences, des codants graphiques. Là, c'est la même chose, mais c'est d'autres codants. En fait. D'autres codants. Au début du social media, on disait que c'était pour les gamins. Tu vois, TikTok, la tranche d'âge, c'était 13 ans. Instagram, c'était tant. Aujourd'hui, c'est complètement faussé, toutes ces généralités. C'est quoi les attentes des cibles, du public sur ce type de médias ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir ? Déjà, si c'est pour les gamins, bon, ça c'est la question facile à répondre. Moi perso, je suis sur Instagram et sur TikTok et j'ai passé la quarantaine. Mais moi aussi. Voilà, j'imagine que toi aussi. Et en fait, les attentes, ça dépend. En fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien aussi quelque part, mais bon, c'est le débat, c'est que c'est des algos qui travaillent en fonction de ce qu'on aime. Donc les attentes sont différentes. Bon, moi, j'aime bien les comptes de rénovation de maison, de jardinage, de foot et on a des putains de clichés. De quoi tu dis ? On a des putains de clichés. Je suis pareil. C'est grave ça. C'est terrible. Et tu vois, j'aime les comptes de création de vidéos. Bon, tu regardes ce week-end, j'ai dû voir un truc cool de Leroy Merlin, un truc cool d'une jardinerie qui conseille quoi mettre pour que l'hiver, il y ait toujours des feuilles, et puis la pub faite avec la dernière version d'Adobe. Et les trois, ça m'a intéressé. Donc, c'est pas vraiment un sujet, ça. Et puis, j'ai vu aussi un truc sur le harcèlement scolaire et je l'ai enregistré pour mes enfants, tu vois. Donc, en fait... Qu'est-ce qui fait c'est quoi les vraies attentes du public ? C'est toutes les attentes, tu vois. Chacun a sa consommation. Les gens sont globalement quand même là pour se divertir, pour passer un moment de, tu vois, voilà. Se marrer, je pense à rien, découvrir. etc. Mais au sein de ce divertissement, tu peux apporter des choses qui font rire, ok, mais des choses qui sont intéressantes dans leur sujet de prédilection, etc. Donc, à partir du moment où tu as la clé d'entrée qui est, il faut que j'arrête les gens avec un truc qui les intéresse, faut pas arriver avec, par contre, tes gros sabots sur, tout est possible. Tout sujet peut être traité et les attentes... ça dépend juste de ce que t'aimes, quoi. Tout à l'heure, tu me disais que tu pouvais, finalement, du cadre naissait aussi la créativité. C'est un peu ce que tu m'expliquais en me disant, tu vois, tu as plein de manières d'aller trouver du contenu intéressant pour les marques, peu importe comment tu vas le chercher, tu vas le créer. Aujourd'hui, il y a l'IA qui se développe partout dans tous les secteurs de la communication, de la publicité. Comment tu le perçois, l'arrivée de l'IA dans le social media et dans le travail que tu fais tous les jours ? Oui, on le voit, évidemment. Là, ça nous touche évidemment. Alors après, moi, je sais pas ce que ça va être et je n'ai pas une boule de cristal. Il y a beaucoup qui jouent à être des devins sur le sujet. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un Photoshop démocratisé, quoi. C'est-à-dire que c'est une révolution qui va être... c'est un outil qu'on va avoir et démocratisé dans le sens où ça rend les outils beaucoup plus accessibles au plus grand nombre. Donc, ça va nous bousculer. Oui, ça va prendre du terrain. Après, nous, on a tendance à plutôt le voir comme une opportunité. En se disant qu'on peut créer plus vite, on peut itérer, tester des choses plus vite, on peut pousser des choses plus vite. Moi, je crois beaucoup au contenu mix, où il y a quelqu'un à un moment donné qui a tenu une caméra et puis ce contenu il est augmenté par de l'IA. J'ai tendance aussi à croire que quand il va y avoir un moment où on va être inondé, ça commence déjà, mais on va être inondé de contenu IA. Au final, dans cet océan de fake, ce qui sera fait avec authenticité, avec de l'idée et surtout de l'IA qui est bien utilisé, bien placé, ça ressortira du lot. Tu vois, on a eu un peu pareil là. On nous a dit en publicité sur TikTok, etc. Faut faire des fameux UGC où c'est des gens, on dirait que c'est des consommateurs et puis ils te parlent face cam. C'est bon, maintenant tout le monde a vu ça, tout le monde sait que c'est fake, tu vois. Et puis il y a un côté comme ça. Donc moi je pense que si c'est de l'IA pour de l'IA, ça va vite passer de mode ou alors ça se verra vite. Et puis par contre pour nous, c'est un formidable outil de faire mieux, de faire plus vite, de faire des choses qui n'étaient pas faisables,
rentable. Donc on le voit vraiment comme une opportunité. Ouais. Si tu avais une dernière campagne social media qui t'a vraiment vrillé le cerveau et que tu aurais aimé réaliser, t'en as une en tête? Je vais pas être original parce qu'elle date des derniers Cannes Lions, mais c'est un truc que j'avais déjà essayé de proposer pour d'autres clients et j'ai trouvé ça génial. C'est une campagne de Vaseline. Ah oui. Tu vois, ça s'appelle Vaseline Verified. Donc en fait, ils sont partis du principe qu'il y a plein de gens qui font du contenu sur leur marque, parce que la Vaseline, tu peux l'utiliser pour plein de trucs, plein d'usages, et il y en a, c'est pas des usages communs. Safe. Non, pas forcément ça, mais safe pour la santé. Il y en a qui disent qu'il faut le manger pour des trucs et tout ça. Enfin bon, et du coup, ils ont fait une démarche de dire on va vérifier tout ce qui est fait et puis de certifier des contenus. Et en gros, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont utilisé des contenus qui étaient déjà là en fait, et ils ont apporté une couche de la marque en disant je te mets un tampon, c'est vérifié. On a vraiment fait le test en labo. Ça marche pour faire ça. Et toute une démarche. Ils l'ont fait sur un grand nombre. Et c'est rare d'arriver à faire des campagnes comme ça. Souvent, les marques ont le budget pour en faire sur 10. Là, ils ont fait sur plus de 400 contenus avec 400 créateurs. Donc, je trouvais ça génial. Et ils ont accepté d'aller dire, OK, ce produit, il sert à plein de trucs qui n'est pas notre usage premier, qui est de protéger la peau, quand même, à la base. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vois en ce moment où tu te dis plus tard, alors sans sortir ta boule de cristal, mais de trucs qu'il faut qu'ils arrêtent de faire, quoi. C'est justement de vouloir sauter sur toutes les fameuses trends. C'est un peu la demande qu'il y a dans beaucoup de briefs. Et donc, quand il faut faire du GC, il faut faire du GC. Quand il faut faire les FOOH, tu vois, t'as toutes les marques qui te disent je veux un FOOH. Ouais, pourquoi? Je sais pas. En gros, le faire pour faire, tu vois. Et là, c'est pareil. Il y a eu plein de demandes sur je veux faire un contenu en IA. C'est comme si tu me demandais je fais un contenu en Photoshop, tu vois. Je sais pas, en fait. Donc, c'est un peu le côté faire pour faire du contenu pour faire du contenu. Et malgré nous, on en fait aussi, tu vois. Je vais pas me dédouaner de ce truc-là, mais en fait, de parler quand t'as un truc à dire et pas de remplir, tu vois, et de sauter sur tout ce qui te permet de remplir. C'est ça en fait que je pense que les gens cherchent aussi, et personne n'est dupe sur le fait qu'un bon contenu, c'est quelque chose qui est fait par des gens qui ont réfléchi à du contenu de qualité, stratégique pour la marque, mais en même temps qui est bien réalisé. Et finalement, il faut rester authentique, sincère, vrai par rapport à ses auditeurs et pas les prendre pour des cons parce qu'évidemment, ça ne marche pas, quoi. Et faire du contenu pour du contenu, aucun intérêt. Paf, on zappe, quoi. Tu sais, dans le podcast Branditisme, on finit toujours avec une petite recommandation culturelle. Est-ce que tu en as une en tête pour les auditeurs du podcast? Je suis fan de BD. Je vais te recommander une BD. Cool. Pour les auditeurs. Et une, si les gens l'ont pas lue, elle est pas toute récente. Mais c'est Il était une fois en France. Parce que je trouve que c'est une espèce de... Donc c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Joseph, je sais plus son nom de famille, qui était ferrailleur juif, roumain je crois, et qui a à la fois travaillé pour la Gestapo et la Résistance. C'est absolument passionnant. Okay. Donc, c'est satirique, c'est drôle, c'est pas, ça peut être parfois un peu drôle, mais non, c'est basé sur une histoire vraie. Ah ouais, en plus, ok, d'accord. Ah ouais, et c'est vraiment génial, c'est en 6 tomes. Bon, je suis pas original, ça a gagné Angoulême il y a peut-être une dizaine d'années, okay. Mais c'est vraiment génial. Okay. C'est le cadeau que je fais à tous les anniversaires, donc je suis pas original. Les 6 tomes. Exactement. Non, il y a tu sais comment ça s'appelle quand ils les mettent tout en un là. Le bundle. Voilà, exactement. Bon, je vais appeler quelqu'un qui fait du FOH et lui comment il se projette sur les années à venir. Donc. Très bien. Alors, dis pas que j'ai dit ça. D'ailleurs, il y a des très bons FOH. Hein. Je dis juste qu'il faut pas en faire pour en faire. Bien sûr, c'est exactement ça. Mais je te remercie encore merci une fois. Clément. Merci. Salut. Merci Fabien. beaucoup. Salut. Bye Ciao. Bye. Ciao. Mon troisième appel, il est pour Eugène, un des 2 fondateurs et directeur commercial de Cosmo CGI. Ils font des images qui n'existent pas, mais qu'on a envie de croire plus que la réalité. Spécialisés dans le FOH, le Fake Out of Home, ce sont principalement des vidéos à but viral sur les réseaux, une manière de se démarquer en plongeant ceux qui visionnent les vidéos dans un univers à la limite de la réalité. Allô Allô Eugène ? Ouais, c'est allô, comment ? Ça va ?
Ça va et toi? Ouais, super. Je te remercie d'avoir pris l'appel. Aujourd'hui, toi, tu travailles dans les CGI, les FOH en particulier. C'est quoi vraiment la grosse force du CGI aujourd'hui dans le milieu de la publicité, de la communication et des médias de manière générale? La CGI dans le milieu de la publicité, ça fait longtemps qu'elle est là. Honnêtement, ça fait plus de 30 ans qu'elle est arrivée à la télé. Ce qui est vraiment important et sur quoi nous on joue vraiment aujourd'hui, en fait, c'est son arrivée sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, on voit que la CGI sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la technique qui permet de mettre au service en fait les idées créatives et de faire un peu ce qu'on veut avec la CGI. Est-ce qu'il faut que le visuel soit crédible ou est-ce il faut qu'il soit juste désirable? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que certaines agences, en fait, nous, on vient souvent nous briefer, on nous dit oui, on veut avoir quelque chose de très magique, on veut avoir, on va prendre un exemple, un vêtement qui vole dans toute la ville et qui arrive sur le toit. C'est possible. Mais nous, dans notre recommandation, dans notre vision d'agence, en fait, pour t'expliquer un peu, on a vraiment une vision où pour nous, la CGI, le FOH, c'est puissant, en fait, quand on se demande si c'est vrai. Et c'est vraiment quand les personnes vont se poser la question, est-ce que c'est vrai, qu'on va vraiment avoir cette puissance et ces KPIs viraux sur les réseaux sociaux et qu'on va réussir à trouver cette viralité organique. Du coup, moi, je te répondrai, le but, c'est que ça soit crédible. Après, si tu parles à d'autres, forcément, studios de production, ils vont te dire, en soi, nous, on fait de la CGI, on fait ce que le client demande, il faut juste que ça soit désirable. Mais moi, ma vision d'agence, c'est que ça doit être crédible. Ouais. Est-ce que c'est la question des marques qui viennent vous voir ou des agences qui viennent vous voir, elle cherche quoi, elle, en fait, quand elle vient vous voir, elle veut quelque chose, comment elle l'exprime vis-à-vis de tes services? Alors en fait, au début, il faut savoir que quand ça a été, entre guillemets, la tendance du FOH, c'est vrai que le format avait pris le dessus sur l'idée créative. Ouais. C'est-à-dire que quand les marques venaient nous voir, elles venaient pas nous voir pour avoir une bonne idée qui serait réalisable en FOH. Elles venaient nous voir pour nous dire, ah ouais, le FOH, ça cartonne, tout le monde en parle sur les réseaux, tout le monde en fait, on veut en faire. Ouais, en fait, ça, c'est pas la bonne mentalité. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt, j'ai une très bonne idée, elle est réalisable en FOH, comment on va faire? Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure, le format évolue. Et en fait, tu vois, tu l'entends, moi, quand j'en parle pas de tendance, en fait. Je parle vraiment de format. Et pourquoi je me permets de parler de format? Parce qu'en fait, nous, là, on le voit avec l'agence et on en parle avec les marques, avec les agences avec qui on travaille. En fait, il y a déjà des tendances du FOH qui existent et qui sont en train d'évoluer. Je pourrais t'en citer quelques-unes. Avec, par exemple, on va faire interagir la 3D avec des vrais personnages. On va venir faire des parcours. On va venir mettre des influenceurs. Et en fait, on peut pas dire que c'est une tendance s'il y a déjà des tendances de la tendance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le FOH, c'est vraiment devenu un format à lui tout seul. Et en fait, moi, je pense que ça va continuer ainsi. Et justement, là, on voit des tendances en ce moment. Même, t'as des tendances POV, où en fait, c'est une personne qui va filmer comme une POV et qui va mettre de la 3D un peu partout. En fait, il y a plein de trucs qui commencent à naître, plein d'influenceurs. Et en fait, nous, c'est ce qu'on essaie de montrer aux marques. Et vraiment, ce qu'on leur vend, c'est comment être en avance sur le marché et comment vraiment prendre ce tournant de la CGI avant les autres et vraiment l'inscrire dans leur communication sur leurs campagnes réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des problématiques vis-à-vis de la technique qui prend vraiment le dessus sur l'idée? Alors avant, honnêtement, on venait souvent nous dire « Ah, nous, on voudrait mettre une bâche sur l'Arc de Triomphe ou sur la Tour Eiffel. » Et là, en fait, c'est vraiment que la technique, elle a vraiment pris tout le dessus parce qu'en fait, les gens l'ont déjà fait plusieurs fois. La tendance, elle est déjà éprouvée. On l'a déjà vu 50 fois et c'est pour ça qu'on entend souvent les gens dire « C'est qu'une tendance. » Oui, effectivement, la tendance de mettre une grosse bâche sur un monument de Paris, elle est passée. Ouais. Donc là, effectivement... je suis d'accord avec toi, la technique, elle est un peu, elle a pris le dessus sur l'idée. Mais là, petit à petit, et même nous, c'est vraiment comme ça qu'on s'est positionné depuis le début, et ça fait plaisir aussi qu'on arrive à pouvoir sortir un peu du lot et des autres studios de production qui vont dire oui à tout sans forcément avoir de vision sur le conseil derrière. Nous, vraiment, le but, c'est de vous dire ok, la tendance c'était ça, maintenant c'est ça. Quelle idée on va pouvoir trouver en l'alliant avec les tendances pour faire une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Ouais, vous apportez vraiment de la créativité au projet pour pouvoir sublimer l'idée de base du client finalement. Exactement. D'ailleurs, tu vois, nous, on a des clients des fois qui sont plutôt durs. Tu vois, c'est des briefs plutôt compliqués. Là, on travaille en ce moment pour une assurance. Et en fait, on leur a montré dans nos process d'idées, on leur a montré en fait qu'on se basait sur les tendances qui fonctionnaient sur les réseaux pour trouver une idée qui va leur plaire et qui répond à leur brief. Et en fait, à partir de ça, on réduit énormément le biais où on va peut-être faire une vidéo FOH qui va pas du tout fonctionner, mais on s'approche beaucoup plus d'une viralité organique qui va presque être assurée en fait avec ces process-là.
Ah non, ça c'est vraiment une démonstration de l'expertise que le FOH n'est pas juste une tendance, mais finalement ça s'ancre sur les réseaux sociaux comme étant quelque chose de beaucoup plus profond, parce que c'est un univers vraiment attitré à la marque, créé de A à Z, et ça pour ça finalement ça permet de créer du contenu complètement dédié à C'est vrai que là on va le voir, de toute façon je pense que ça va arriver très vite. Tout ce qui est badge sur les monuments, etc., on va en voir beaucoup moins. Par contre, on va avoir des formats qui vont sembler novateurs, donc les gens vont peut-être trouver un autre nom, tu vois, parce qu'en fait le FOH c'est le nom qu'on a donné au badge, mais en fait c'est de la CGI, tu vois, ça a jamais été une tendance, ça a toujours été un format qui existe depuis très longtemps au cinéma, à la publicité, et en fait les gens ont aimé donner ce titre-là à FOH, donc ce sera peut-être un autre nom l'année prochaine, mais ce sera toujours de la CGI, et en fait effectivement ça va faire qu'évoluer, et je pense que ça va vraiment s'inscrire dans les codes des réseaux sociaux à l'avenir. Est-ce que tu arrives à voir la limite au moment où y a une bonne idée qui se passe d'un côté ou de l'autre, mais finalement on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'idée? Je pense que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois qu'on vienne nous voir pour vraiment avoir un format waouh, avoir quelque chose de waouh, et nous tu vois on prend le brief et on invente, on donne vraiment des idées créatives qui se veulent waouh, qui se veulent pertinentes, qui sortent de l'ordinaire. En fait on se rend compte que des fois les marques elles venaient juste parce qu'on leur a dit que le format était waouh, mais l'idée créative derrière elle est pas waouh du tout, tu vois, c'est des choses que tu pourrais faire en vrai mais qui coûtent juste moins cher en FOH. Et c'est vrai que faut toujours trouver le juste milieu, et après ça c'est le secteur publicitaire, c'est comme ça, faut qu'il évolue aussi avec son temps, va avoir des précurseurs, il y en a qui vont prendre un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'on a des fois des briefs avec des marques où on se dit ok, on peut vraiment aller plus loin sur ce brief là, et en fait on a des marques des fois qui vont un peu nous limiter, mais je comprends aussi, tu vois. C'est aussi la façon d'aller petit à petit vers une évolution du secteur. Bien sûr, et puis après, en tant que professionnel du domaine de la publicité, on a le devoir d'écouter nos clients, de pouvoir les accompagner, sans pour autant leur dire moi j'ai la vérité, je détiens la vérité sur ce que vous devez faire. On est toujours là dans une forme de respect et d'accompagnement vers un travail commun, un compromis, un consensus qui aille dans les sens de la créativité et dans le sens de la marque aussi, quoi. C'est normal. Exactement. D'ailleurs, on a souvent ce côté très créatif qui ressort de nous, où en fait on part dans nos idées, on trouve nos idées super, etc. Mais en fait, c'est vrai que des fois, il faut juste se mettre à la place du client et on se rend compte que en fait, ça répond pas à cette partie-là du brief, ou alors ça correspond pas à ces demandes-là. Et c'est vrai que trouver le juste milieu, c'est peut-être ça la vraie force d'un créatif au final. Quelle belle phrase. Si tu avais une campagne en CGI, la récente, que tu as vue, tu t'es dit waouh. À titre perso, je sais que vous avez fait des trucs incroyables, et notamment là, vous avez fait un truc pour Squid Game, c'est ça? Ouais, exactement, pour Squid Game. C'est ce que j'allais te dire. Bon, de base, je t'aurais sûrement dit d'autres campagnes, mais là, c'est vrai que tu tombes un jour où on a quand même des performances vraiment incroyables avec nos productions. Donc, pour expliquer un peu, on a fait 3 vidéos sur la nouvelle série Squid Game qui est sortie le 27 juin. On en a fait 2 avant et 1 après. Et au total, on a généré plus de 120 millions de vues en organique. Donc, en organique, c'est vraiment qu'on a mis 0 € de publicité sur ces créas. Et là, c'est vrai que nous, c'est un discours aussi qu'on a et qui est pas forcément hyper, comment dire, on sait que les marques en France, elles aiment bien mettre du budget pub, avoir de l'ads, etc. C'est vrai que nous, on pense vraiment en organique et que c'est une vision, peut-être qu'on tient un peu de l'étranger, etc. Mais qu'on aime bien pousser. Et en fait, c'est ce côté, on a fait une vidéo qui marche, mais elle n'a pas eu besoin de publicité. C'est-à-dire qu'elle a marché parce qu'elle a plu aux consommateurs. Et ça, c'est vraiment, on se dit, réussir à faire ça quand on est une marque, c'est le Saint Graal, en fait. Ouais, c'est-à-dire que les gens ont partagé quelque chose qui parle de la marque. Et c'est ça qui est super fort. Avant que je te laisse repartir, nous dans le podcast, on a l'habitude de proposer une recommandation culturelle. Est-ce que tu aurais quelque chose à proposer à nos auditeurs? Si vous vous intéressez un peu à la CGI, aux nouvelles tendances, etc., il y a des comptes spécialisés qui se sont mis à fond dedans. Je pense à FOH Base, qui est un compte qui répertorie un peu tous les CGI, tous les styles, et qui peut être vraiment intéressant si on veut juste faire de la veille sur le format. Donc moi, je recommande ça à toutes les personnes. C'est sur TikTok, Insta, ça? C'est où? C'est sur Insta, ils ont même un site web, ça s'appelle FOH Base. Cool. Je te le repartagerai d'ailleurs si tu veux le mettre en lien. Merci. Et après, en plus perso, moi j'avoue que j'ai lu, en ce moment là je lis beaucoup Gounel. Je sais pas si tu connais Luc Gounel. Non, du tout. Je l'ai lu, c'est un auteur qui est très sympa, et j'ai lu Les dieux voyagent toujours incognito. Donc voilà, après c'est des livres un peu de développement personnel, qui sont peut-être un peu moins créatifs, mais que j'ai trouvé très très cool et que je recommande à lire.
Génial, super. Bah, écoute, merci Eugène, c'était super intéressant de voir ta vision du FOH et des CGI. Finalement, en fait, le FOH, faut arrêter d'appeler ça du FOH, faut appeler ça du CGI. C'est vrai que c'est quelque chose. Bon, après, je pense que ça va rester en France et c'est pas plus mal parce que comme ça, dès qu'on parle de ça, on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que dans le monde entier, ça s'appelle de la vidéo CGI et je pense qu'un jour, ça va reprendre le dessus. Faut juste démocratiser le fait que le FOH n'est pas juste une bâche sur une tour Eiffel ou un monument, mais par contre, c'est une vraie démarche créative en 3D avec des effets spéciaux, de l'intégration et surtout une volonté virale sur les réseaux sociaux qui vraiment a forte valeur ajoutée. Je te remercie beaucoup Eugène, je vais te laisser repartir. Moi je vais continuer mes recherches avec les autres invités que j'ai juste après de toi. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt. En tout cas, merci pour ces quelques minutes. Top, à bientôt. Salut ciao. Eugène, bye bye. Avec Cosmo, on est passé de l'autre côté, la créativité presque sans limite avec la fabrication d'images dans un contexte réel. On va pousser le bouchon un peu plus loin avec mon prochain invité, Jonathan Gilbert, cofondateur de l'agence D3, pionnière dans la création d'assistés par intelligence artificielle dédiés aux marques de luxe. Salut Jonathan, ça va ? Très bien, toi ? Ouais, super, ouais. Je te remercie d'avoir pris l'appel, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est exactement en fait D3 et toi ta mission là-dedans ? Nous, on est une maison de production spécialisée en IA et on produit du contenu, de l'image, du film, drivé par l'IA, mais aussi on met en place des content factory pour des marques. On dit de la production de masse avec un niveau de qualité artisanale. Et pour toi, vraiment, c'est quoi la vraie valeur ajoutée de l'IA en branding ? En photo, ce qui se passe, c'est que la part belle de la photo, elle est faite sur les campagnes publicitaires. Et souvent, les agences de branding n'ont pas ces budgets-là, perdent ces budgets-là, perdent ces clients à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'est pas les agences de pub. Mais là où ils pourraient récupérer le budget, c'est en étant force de proposition et en utilisant l'IA pour produire du contenu plus publicitaire qui fait rayonner l'aura de la marque. Un des livrables qu'on demande, c'est quand même une création d'une banque d'images qui résonne avec l'aura de la marque. Ça peut être une banque d'illustration, une banque de photos, une banque de plein de choses. Et là, pour construire une banque d'images cohérente, pertinente avec ce rebranding ou avec cette création de marque, eh ben, l'IA est un très très bon outil. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on arrive à avoir des scénettes qui se rapprochent plus de l'offre des clients ou du service des clients. On arrive à avoir une écriture visuelle qui est plus cohérente, qui est plus forte, qui est plus incarnée aussi. Si on utilise un de nos artistes, par exemple, qu'on représente chez Letra, ou un artiste IA, avec qui ça peut fitter. Ouais. Non, on a vu, ceux qui ne connaissent pas D3 peuvent aller voir sur votre site internet, vous avez des références assez dingues. Est-ce que l'IA, ça rend les marques plus séduisantes ou est-ce que ça les rend plus rapides dans leur exécution ? Tu m'as parlé un peu des deux là dans ce que tu disais. C'est ça. Alors, déjà, l'IA, ça permet de produire de manière plus rapide, à des coûts raisonnables et surtout avec aucune limite créative. Donc ça, c'est pas D3, c'est la GenAI de manière générale et ça, c'est incroyable. Nous, avec D3, ce qu'on fait, c'est qu'on représente un pool d'IA artistes. Donc, c'est des gens qui ont une culture visuelle, un œil, une patte, un style et des compétences techniques très bonnes. Donc, ils arrivent à maîtriser tous les outils d'IA. Donc, quand on mixe un œil avec des compétences techniques, eh ben, on est capable de créer des nouveaux univers, des nouvelles manières de raconter une marque, des nouveaux récits. Donc, en fait, on arrive à être désirable tout en étant plus rapide, à des coûts raisonnables et avec peu de limites créatives. Ouais. Est-ce que vraiment les marques viennent vous voir avec un besoin, elles veulent ça, elles veulent un type de visuel comme ça? Est-ce que c'est vous qui les drivez? Est-ce qu'il y a un process créatif qui se met en place avec le client, avec la marque? Ou est-ce que c'est vous, ils arrivent avec l'envie d'être surpris et c'est vous qui avez l'intuition de fabriquer quelque chose de différenciant pour la marque, ou vous rentrez directement, comme tu le disais juste avant, dans leur pas parce qu'ils ont une iconographie qui est déjà dédiée et
vous glissez dessus. Comment ça se passe un peu ce Alors, truc-là? nous, on a une maison de production, donc généralement, la création, on est là pour produire du contenu, donc on a des workflows qui sont extrêmement éprouvés et on sait comment produire une image ou un film de A à Z. Après, le client, parfois, il arrive juste avec des moodboards et des intentions en disant, voici la campagne, c'est une carte blanche pour un artiste. Voici la campagne, voici les moodboards, c'est pas une carte blanche, mais propose-moi des artistes avec qui ça pourrait coller. Voici l'idée et le croquis et les maquettes faites par l'agence. Ça, c'est des agences qui viennent comme ça. Maintenant, on a besoin d'aller plus loin, de vraiment produire ces maquettes-là. Il y a des DA qui font des bonnes maquettes en agence. Ils n'ont pas le temps de produire et de finaliser les 20 allers-retours avec le client pour finaliser les assets. Et après, il y a aussi des marques qui veulent mettre en place des content factory. Donc, les marques, elles ont besoin d'énormément de création de contenu. Donc là, on fait un petit audit de leurs besoins. Et après, grosso modo, on met en place des équipes dédiées qui permettent de créer du contenu sur mesure pour les marques, de manière très créative et extrêmement réactive. Est-ce que tu imagines que demain, une campagne peut être complètement automatisée avec un outil IA, un agent IA qui te fabrique toutes tes publicités à ta marque, avec tes codes graphiques, coloriels, typographiques, iconographiques? Non, alors techniquement, oui. Jamais dire jamais parce que ça évolue tellement vite qu'on ne sait pas demain. Par contre, pour moi, c'est techniquement oui, créativement non. On peut automatiser de la décli, du versionning, de l'A/B testing, même de l'AZ testing si on fait vraiment 300 000 visual tests. Une fois de plus, la vision, le message, le ton juste, le petit décalage qui touche, ce qui te fait arrêter ne serait-ce que 3 secondes quand tu es sur ton feed Insta, et ben c'est ça qui est encore, et heureusement, je pense, du ressort de l'humain. Des fois, on se fait surprendre par la fabrication d'images. Est-ce que les clients, eux, sont capables de lâcher un peu prise face à ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'au contraire, quand elles veulent quelque chose de réaliste, elles veulent vraiment quelque chose qui soit 100% fini? En fait, c'est vrai qu'on voit énormément d'images, énormément de choses, parce qu'en fait, qui sont bien ou moins bien, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, ce qui est génial comme outil, c'est que n'importe qui peut le prendre en main et n'importe qui peut tenter une campagne de mode, une campagne de luxe, une campagne de film hollywoodien. Donc ça, c'est génial. C'est une ouverture de la créativité où la production n'était pas possible pour ces gens-là. Donc ça, c'est génial. Par contre, il y a énormément le niveau moyen tend vers le bas, je trouve. Donc nous, on a vraiment pour ambition de garder ce niveau de luxe dans le monde de l'IA. Et pour ça, évidemment, nos talents, c'est des talents qui ont un œil, qui travaillent sur des choses extrêmement quali. On a toujours une étape de post-production classique pour contrôler tous les petits défauts que tu peux dire. À l'époque, c'était 5 doigts, donc ça, on en est loin aujourd'hui. Mais des petits défauts de perspective, des petits défauts même de craft, de finition, de cohérence dans tout ce qu'on fabrique. Et ça, c'est en hybridant des techniques qu'on y arrive. C'est vrai que vous militez pour de l'IA éthique. Vous avez sorti un livre blanc sur l'utilisation de l'IA. Est-ce que tu peux m'en parler en quelques mots? Oui, parce qu'en fait, on entend beaucoup que l'IA consomme énormément. Donc oui, l'IA consomme de l'électricité, fait tourner des serveurs, mais on attend beaucoup de choses fausses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer aussi, c'est que oui, ça consomme du carbone. Les prods classiques consomment aussi, sont pas bas carbone. Même des éco-productions, même quand on fait tous les efforts pour produire de manière bas carbone, l'IA reste plus bas carbone. Donc on a fait un livre blanc qui compare les coûts carbone d'une prod à l'étranger, en France, en outdoor, en studio, et l'IA reste toujours plus bas carbone. Est-ce que ton livre blanc il est disponible partout? Est-ce que on peut le trouver sur ton site internet ou Ouais, vous pouvez le trouver sur Détroit ou en tapant livre blanc, Détroit, etc. Et ce livre blanc, vous l'avez travaillé avec un centre d'études ou
Alors, on a co-conçu avec un cabinet de conseil en stratégie durable, dont c'est le métier de calculer le coût carbone de certaines choses. On est remonté extrêmement loin pour calculer le coût carbone d'une prod. Du coup, du rouge à lèvres pour make-upper les artistes, au sèche-cheveux, au déplacement, évidemment. Tout est assez détaillé. Il y a plus il y a quasiment 1 millier de sources. Enfin, c'est un travail de longue haleine. Ça nous a pris plus d'1 an pour le faire. Juste avant de te laisser, j'ai une dernière question. On finit toujours le podcast avec une recommandation culturelle. Est-ce que tu aurais quelque chose pour les gens qui nous écouteraient ? Alors moi, je suis à fond de podcast, donc le podcast Branditisme déjà. C'est sympa. C'est cool. Et si vous êtes lecteur, j'aime bien The Creative Act de Rick Rubin. C'est un petit manifeste pour ceux qui cherchent à créer avec sens dans un monde qui va vite, voire un peu trop vite. C'est un manifeste un petit peu pour ceux qui cherchent vraiment à créer avec plus de sens, un petit peu aussi à leur vie, à leur travail. Dans un monde qui va extrêmement vite, dans un monde où on n'a pas le temps de rien, dans un monde où on est ultra notifié, comment on arrive à se dégager du temps pour de l'ennui, pour trouver du sens et pour créer avec cœur et passion. Ça me fait une très bonne transition pour mes prochaines personnes que j'appelle qui travaillent, elles, avec leurs mains. Je te remercie infiniment, Jonathan. C'était super cool Merci à toi, Clément. de t'être prêté au jeu et j'espère te retrouver bientôt. Bye bye. Bye bye. Et pour finir ce tour d'horizon, je vais appeler Solène et Caroline, les deux fondatrices du studio Shifumi à Nantes, un bureau d'études et studio graphique artisanal. Elles réfléchissent et fabriquent en mosaïque des sols, des murs, des mobiliers. Une autre façon de faire de la com en le faisant avec les mains ce coup-ci. Allô ? Oui. Solène, Caroline, vous allez bien ? Oui. Bonjour Clément. Oui. Bonjour Clément. Quel enthousiasme, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Ma première question, c'est pour vous, l'artisanat, c'est vraiment un choix de l'esthétisme ou c'est un choix politique un peu militant de non, on veut faire vraiment passer un message à travers nos actes et ce qu'on fabrique et ce qu'on fait avec nos mains ? Oui, alors déjà, merci pour ton invitation. Moi, je dirais les deux. En fait, l'esthétique, parce qu'on travaille avec la matière, les textures, on essaie de valoriser un rapport sensible aux choses. Et c'est aussi politique, parce qu'on choisit de faire lentement dans un monde qui va super vite. On choisit de produire localement, avec nos mains, des choses pérennes, à l'opposé d'une logique un peu industrielle et souvent un peu jetable, voilà, moins pérenne. Donc je dirais qu'aujourd'hui être artisan, c'est un peu aller contre-courant du monde, en tout cas dans notre société. Ouais. Donc oui, l'artisanat c'est profondément esthétique, mais toutes les formes d'artisanat, de la mosaïque en passant par la broderie, toutes sortes d'artisanat. Par le soin qu'il apporte aux formes et aux matières, à la beauté du geste aussi, on en parle beaucoup dans l'artisanat. Un geste précis et minutieux, mais c'est aussi un acte politique parce qu'il engage une vision du monde peut-être un peu plus responsable, plus ancrée, peut-être plus humaine. Voilà. Finalement, avant, vous étiez dans le monde de la publicité. Vous êtes toutes les deux directrices artistiques à la base, je crois. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est issus toutes les deux du milieu de la communication et le milieu du graphisme. Ça fait plus de 15 ans avant ça qu'on a travaillé dans ce milieu-là. On s'est servi, c'est ça l'idée de départ, on s'est servi de ces compétences-là pour bifurquer dans le milieu de l'artisanat. Donc on se sert de nos compétences graphiques pour moderniser l'artisanat aussi. C'est ça aussi le but. C'est de moderniser l'image de la mosaïque qu'on peut en avoir et de faire des choses graphiques, colorées, illustrées aussi. C'est un peu la question que j'allais vous poser juste après. Pour vous, c'est quoi un projet qui est vraiment réussi ? Alors un projet réussi, c'est vaste, mais je dirais, parce qu'il y a plein de formes de réussite dans un projet. Ouais. Mais c'est pour nous, je pense que le projet réussi, c'est en partie un projet où la créativité prend sa place dans la matière et inversement, le médium sert la créativité et c'est une sorte de dialogue.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, nous, là, depuis qu'on travaille la mosaïque et à travers notre créativité. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Le choix des matières, des couleurs, aller rechercher, faire du sourcing, tester les matières, les couper, voir ce que ça rend dans la matière, dans la tranche, etc. Donc ça, c'est quand on arrive à un projet final comme ça, où on a vraiment communiqué à la fois, dialogué à la fois avec la matière et la créativité, c'est vraiment intéressant. Après, un projet réussi, c'est aussi un projet qui renvoie des émotions quand il est terminé aux gens. S'il touche le cœur, quand les gens s'arrêtent dans la rue pour regarder une de nos mosaïques, qu'ils la prennent en photo, qu'ils nous l'envoient, ou même un client hyper content. Vous travaillez pas pour des particuliers, par contre, vous travaillez pour des marques, vous. Oui, voilà, oui. Exclusivement en B2B que pour les professionnels. Donc, on travaille pour tout ce qui est les restaurants, l'hôtellerie, tous les commerces. En fait, on fait des enseignes, des tapis d'entrée. On peut aussi faire des fresques décoratives, murales. Okay. Donc, c'est très varié. On peut amener du logotype comme de l'illustration. Et on aime effectivement créer, c'est le top vraiment du projet, c'est de créer en amont le visuel et d'aller jusqu'à la création de la mosaïque artisanalement, tout à la main, et jusqu'à après, les partager sur les réseaux sociaux, créer nos photos, faire nos photos et les partager à tout le monde. Vous avez des boulots, des réalisations qui sont absolument magnifiques, fines, colorées, design et tout. Comment vous travaillez avec les marques sans perdre votre singularité du coup ? On vient vous voir en disant je veux ça là, montrez-moi ça. Ou est-ce que finalement vous arrivez toujours à insuffler de la création et de la créativité dans vos projets ? De toute façon, c'est vrai qu'on est assez peu dans le milieu de la mosaïque. Donc, c'est vrai que quand une marque vient nous voir, elle vient aussi pour notre ADN et notre direction artistique. Donc, elle vient quand même déjà à la base pour ce qu'on propose. Donc, souvent, elle vient nous voir et nous consulte. On a une phase, effectivement, où on discute pour savoir ce qu'ils veulent. Et puis, après, on va proposer une création graphique en lien avec le lieu. On a des photos du lieu, pour s'inspirer. On travaille beaucoup avec les architectes d'intérieur. Ouais. Donc, c'est beaucoup d'échanges sur les matériaux, les couleurs. Et tout ça, c'est un mélange. Et on va proposer une mood board qui, après, va donner lieu à la mosaïque. Et comment vous arrivez à faire là, aujourd'hui, on en parlait dans la question juste avant, là, où effectivement tout va très vite, tout est un peu tout est surconsommation, vous essayez de retrouver du sens dans ce que vous faites et des valeurs, là où dans un monde où tout le monde scrolle, tout le monde va plus vite, tout le monde veut moins cher, comment vous arrivez à défendre le fait que vous fassiez quelque chose qui soit un peu plus lent à faire et qui soit vraiment crafté main? On croit vraiment au pouvoir du geste qui prend son temps. On ne produit pas des images à consommer, mais plus des objets habités et à chacun de lui donner une âme ensuite à cet objet. C'est ce qui va donner ce qui va donner la valeur à cet objet, c'est le temps passé, la technique et aussi son histoire. Moi, j'aime bien penser que nous, artisans, on prend le temps de créer des objets ou des images, on perfectionne nos techniques méticuleusement, avec patience, lenteur, ce qui est ce qui donne de la valeur à cet objet, comme des anciens monuments incroyables du monde entier, une vieille peinture à l'huile, un vase grec, une peinture rupestre, que sais-je. C'est peut-être un peu ce qu'on perd aujourd'hui à la vitesse à laquelle on crée, on consomme des images et des objets. Et c'est vrai que quand même les clients qui viennent nous voir, ils croient beaucoup à l'artisanat, ils savent ce que c'est et ils reconnaissent la valeur du temps passé. Et ça, c'est vrai que c'est précieux. Mais quand ils viennent nous voir, ils sont au courant du temps que ça va prendre. C'est extrêmement long. À ce point-là. Donc oui, vraiment, pour 1 mètre carré, pour dire pour 1 mètre carré à peu près de mosaïque, on peut y passer entre 50 70 heures. Par exemple, ça dépend de la complexité de la pièce. Et vous avez des pièces qui sont toutes plus ou moins complexes en fait. Vous rentrez dans la totalité du projet de A à Z pour proposer une pièce qui soit pérenne et qui soit finalement un objet. Là, finalement, c'est plus l'objet de consommation, mais c'est l'objet qui reste.
Oui, c'est comme une vieille boucherie dans le quartier de Trentoux qui est ensuite devenue une librairie, ensuite devenue un café, ensuite devenue... Mais en fait, la devanture, elle est en mosaïque, c'est toujours une boucherie. Mais en fait, elle fait partie de l'âme du quartier. Les gens la prennent en photo. Tous les invités jusqu'à maintenant m'ont parlé d'émotion dans le travail qu'ils faisaient, quoi. C'est très marrant que vous m'en parliez maintenant et tous naturellement m'ont parlé d'émotion. Et finalement, je trouve que le travail de la créativité, de la manière dont on le fait, avec les expertises, les années d'engagement qu'on a passé en études avec nos clients, avec nos équipes, etc. La meilleure des choses à apporter à nos clients, c'est cette notion d'émotion, de sensation. On est dans un artisanat appliqué à la communication. Voilà, c'est ce qui va être différent de quelqu'un qui va faire une lampe ou voilà ce genre de choses. On applique à la communication puisqu'on valorise un lieu à travers une marque ou une enseigne à travers notre médium. Donc on prolonge notre travail de direction artistique, de conseil en communication, mais spécialisé, on va dire, dans le médium de la mosaïque. Si je comprends bien, la mosaïque, elle a de longues années devant elle avant de changer, parce que finalement, c'est un art qui est ancestral, et on découvre des mosaïques encore aujourd'hui qui dataient d'époques avant, et finalement, vous êtes en train d'ancrer le terrain, les façades, les immeubles, les maisons, les sols, avec un travail qui va durer dans le temps. Je vais pas vous faire l'affront de vous demander qu'est-ce que ce sera l'avenir de la mosaïque dans 10 ans, parce qu'à mon avis, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Tout à fait. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour toutes ces questions et ces réponses. Comme quoi on arrive vraiment à retrouver de la valeur dans la communication à partir du moment où on prend le temps de réfléchir, de se poser et de se dire que ce qu'on fait a du sens pour nous, a du sens pour les gens, du sens pour les marques avec lesquelles on travaille. Dans le podcast, on a l'habitude de demander des recommandations culturelles. Est-ce que vous en avez une ou deux du coup à proposer aux personnes qui vont écouter l'épisode? Alors nous, en bonne nantaise, on va recommander une belle exposition à Nantes, qui est l'exposition Okusai, sur les estampes japonaises et également un art ancestral qui résonne pas mal en nous. Alors, ça se passe au Château des Ducs de Bretagne, pour ceux qui seront dans la région cet été. Je crois que c'est tout l'été, mais j'ai pas les dates en tête. Il me semble que ça commence début juillet, jusqu'à fin août, je pense. Ça va être tout l'été, effectivement. Cool. Et c'est vrai qu'on retrouve dans Okusai des compositions hyper modernes, audacieuses, avec des contrastes assez puissants et tout en... Enfin, ça évoque aussi, bien sûr, l'artisanat par l'estampes. La gravure et l'ancrage, et ça reste dans le temps aussi, et nous ça nous parle du coup, forcément. Voilà, c'est une grande source d'inspiration, ça mêle la tradition et ça montre que la tradition peut être un vrai moteur de création. Donc vraiment qui change dans le temps aussi. Génial. C'est ça. Trop bien, on ira faire un tour là-bas. Vous en aviez une deuxième ou pas du coup? Une deuxième recommandation? On avait réfléchi à une, mais et je crois qu'au lieu unique, il y a une très belle expo aussi sur le silence. Okay. Et autour aussi un peu de l'artisanat quelque part. Et au lieu unique à Nantes. Donc aussi cet été, on fait un peu la promo de notre ville. Pour tous ceux qui viennent en Pays de Loire cet été. Super. En tout cas, c'est même dans vos choix de recommandations, c'est prendre le temps, regarder les choses, s'inspirer, vivre le moment. Merci en tout cas pour cet échange, c'était trop cool de vous avoir. Foncez, ceux qui nous écoutent, allez voir le travail de Shifumi Studio et on se retrouve bientôt. Merci à vous deux, Solène, Caroline, et à très vite. Merci Clément. Merci Clément de nous avoir donné la parole aussi sur ce sujet de l'artisanat et la communication. Et puis à bientôt alors. Merci. Super. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Très bonne soirée. Salut. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était 5 appels, 5 visions, 5 tentatives de réponse à une même question. Qu'est-ce qu'on va foutre de ce métier dans les 10 prochaines années? Banditisme revient à la rentrée. D'ici là, mettez de la crème. Ciao.